Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet absolument fascinant et souvent méconnu, la sexualité à l'époque médiévale. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir va complètement bouleverser votre vision de cette période historique. Avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner. Mais seulement si vous appréciez sincèrement ce que je fais, et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous écoutez. C'est toujours fascinant de voir qui nous rejoint du monde entier. Quand on pense au Moyen-Âge, on imagine souvent des châteaux, des chevaliers et une société très pudique dominée par l'Église. Mais la réalité était bien plus complexe et, disons-le franchement, beaucoup plus étrange que ce qu'on nous enseigne dans les livres d'histoire. Contrairement à ce que vous pourriez penser, la sexualité médiévale était loin, très loin d'être une affaire privée. En fait, les questions les plus intimes de la vie conjugale étaient soumises à un examen public constant. Imaginez un instant que votre vie intime soit scrutée par des tribunaux, des médecins, des sages-femmes, et même par toute votre communauté. C'était la réalité quotidienne de nos ancêtres médiévaux. Les examens médicaux ordonnés par les tribunaux étaient monnaie courante, et la surveillance communautaire lors de la validation du mariage était non seulement acceptée, mais considérée comme nécessaire. Nous sommes loin de notre conception moderne de l'intimité et de la vie privée. Alors, attachez vos ceintures, car nous allons explorer ensemble les pratiques les plus surprenantes, les plus étranges et parfois les plus choquantes de la sexualité médiévale. Des procès d'aptitude conjugale aux cérémonies de consommation publique, en passant par les méthodes contraceptives mortelles et les punitions humiliantes pour adultère, ce voyage dans le passé va vous surprendre à chaque tournant. Commençons par l'un des aspects les plus surprenants de la sexualité médiévale, les procès pour aptitude juridique à la consommation du mariage. Oui, vous avez bien entendu. Il existait littéralement des tribunaux spécialisés dans l'évaluation de la capacité des époux à accomplir leurs devoirs conjugaux. Ces procès étaient extrêmement répandus dans toute l'Europe médiévale, de l'Angleterre à l'Italie, en passant par la France et l'Allemagne. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'était pas une pratique marginale ou exceptionnelle, mais bien une institution reconnue et codifiée par le droit canonique et civil. Le processus était d'une précision chirurgicale, si l'on peut dire. Les tribunaux faisaient systématiquement appel à des examinateurs agréés et officiellement reconnus. Ces examinateurs n'étaient pas choisis au hasard. Il s'agissait généralement de sages-femmes expérimentées, de médecins formés dans les universités naissantes, ou parfois de matrones respectées de la communauté. Leur rôle était d'examiner physiquement les époux pour déterminer leur capacité à consommer le mariage. Ces examens étaient d'une intimité absolue, mais paradoxalement, ils se déroulaient dans un cadre totalement public et officiel. Les observations de ces examinateurs étaient méticuleusement consignées par des scribes officiels, créant des archives judiciaires d'une précision saisissante. Ces documents, conservés dans les archives européennes, nous révèlent des détails d'une intimité troublante. Les examinateurs devaient décrire avec une précision anatomique la conformité physique des époux, leur capacité à accomplir l'acte conjugal, et parfois même évaluer leur degré d'excitation ou leur réaction aux stimuli. Mais attention, les enjeux de ces examens étaient colossaux. L'échec à ces tests pouvait entraîner des conséquences dramatiques. L'annulation pure et simple du mariage, la perte du statut social, la restitution de la dot, et parfois même l'exclusion de la communauté. Pour les familles nobles, cela pouvait signifier la rupture d'alliances politiques majeures et des pertes financières considérables. Ces procès révèlent une conception de la sexualité complètement différente de la nôtre. Le mariage n'était pas seulement une union sentimentale ou spirituelle, mais avant tout un contrat social et économique dont la validité dépendait de la capacité physique des époux à le consommer. La notion même d'intimité privée n'existait tout simplement pas dans ce contexte. Les archives nous rapportent des cas où des couples mariés depuis des mois étaient convoqués devant ces tribunaux sur dénonciation de leur famille ou de leurs voisins. L'absence d'enfants, après une période jugée raisonnable, pouvait déclencher une procédure d'examen. Imaginez la pression psychologique et sociale que cela représentait. Ces pratiques nous semblent aujourd'hui d'une intrusion inacceptable, mais elles étaient parfaitement intégrées dans la mentalité médiévale où l'individu n'existait pas indépendamment de sa communauté, et où la reproduction était considérée comme un devoir social et religieux fondamental. Cette surveillance ne s'arrêtait pas aux tribunaux officiels. Toute la société médiévale était organisée autour de la surveillance communautaire de la sexualité.
Les voisins, les serviteurs, les membres de la famille élargie, tous étaient des témoins potentiels de l'intimité conjugale. Cette surveillance s'inscrivait dans une conception théologique particulière. L'Église enseignait que la sexualité n'était légitime que dans le cadre du mariage et uniquement à des fins reproductives. Toute déviation de cette norme devait être détectée et corrigée par la communauté des fidèles. Les confesseurs jouaient un rôle central dans cette surveillance. Les manuels de confession de l'époque contiennent des listes détaillées de questions sur la sexualité conjugale que les prêtres devaient poser à leurs ouailles. Ces questions portaient sur la fréquence des rapports, les positions utilisées, les périodes d'abstinence respectées, et même sur les pensées impures qui pouvaient accompagner l'acte conjugal. Cette intrusion dans l'intimité n'était pas perçue comme une violation, mais comme un accompagnement spirituel nécessaire au salut. La sexualité était considérée comme intrinsèquement dangereuse pour l'âme, et seule une surveillance constante pouvait en limiter les effets néfastes. Les pénitentiels, ces manuels qui codifiaient les pénitences pour chaque péché, accordaient une place considérable aux fautes sexuelles. Ils distinguaient minutieusement les différentes pratiques, assignant à chacune une pénitence spécifique. Cette codification révèle une connaissance remarquablement détaillée des pratiques sexuelles de l'époque. Mais la surveillance ne s'exerçait pas seulement sur les pratiques, elle portait aussi sur les signes extérieurs. L'état de la literie, les taches sur les draps, les bruits nocturnes, les changements d'humeur ou d'apparence physique, tout était scruté et interprété par l'entourage. Cette surveillance était particulièrement intense pour les nouveaux mariés. Les premiers mois de mariage étaient considérés comme cruciaux, et la communauté veillait attentivement aux signes de consommation du mariage. L'absence de ces signes pouvait déclencher des rumeurs, des investigations et finalement des procédures officielles. Mais si vous pensiez que la surveillance de la sexualité ne pouvait pas aller plus loin, détrompez-vous. Chez les familles royales et nobles, la consommation du mariage pouvait devenir un véritable spectacle public, une cérémonie officielle à laquelle assistaient les plus hautes personnalités du royaume. Ces cérémonies de consommation représentaient l'aboutissement logique de cette conception publique de la sexualité. Pour les mariages politiquement importants, la consommation ne pouvait pas être laissée au hasard ou à la discrétion des époux. Elle devait être attestée de manière irréfutable par des témoins de la plus haute qualité. Le protocole de ces cérémonies était codifié avec une précision remarquable. Après la cérémonie religieuse et le banquet, les époux étaient accompagnés dans leur chambre nuptiale par un cortège de nobles, de membres du clergé et de fonctionnaires officiels. Cette procession était elle-même ritualisée, avec des bénédictions spéciales et parfois des chants appropriés. La chambre nuptiale était préparée selon des règles strictes. Le lit devait être béni par un membre du clergé, souvent un évêque ou un abbé de haut rang. Les draps, généralement d'une blancheur immaculée, étaient inspectés avant et après la consommation. Les rideaux du lit jouaient un rôle particulier. Ils pouvaient être fermés pour préserver une certaine intimité, mais les témoins restaient dans la chambre. La présence de sages-femmes expertes était obligatoire. Ces femmes, choisies pour leur respectabilité et leurs compétences, avaient pour mission de témoigner de la consommation effective du mariage. Leurs témoignages étaient consignés par écrit et conservés dans les archives officielles. Mais le plus troublant, c'est que ces témoins ne se contentaient pas d'attendre à l'extérieur. Ils restaient dans la chambre pendant l'acte lui-même. Certes, ils pouvaient détourner le regard ou se tenir à distance respectueuse, mais leur présence physique était requise pour authentifier l'événement. Après la consommation, l'examen de la literie constituait un moment crucial de la cérémonie. Les draps étaient minutieusement inspectés par les sages-femmes, qui recherchaient les preuves physiques de la virginité de l'épouse et de la consommation effective du mariage. Ces preuves étaient exhibées aux témoins présents. Dans certains cas, particulièrement pour les mariages royaux, les draps tachés étaient conservés comme preuve légale et parfois même exposés publiquement le lendemain matin. Cette exposition pouvait prendre la forme d'une présentation depuis les fenêtres du château ou d'une procession dans les rues. Ces pratiques nous révèlent une conception de l'intimité totalement différente de la nôtre. Pour l'aristocratie médiévale, l'acte sexuel n'était pas une expression d'amour personnel, mais un acte politique et social dont la validité devait être publiquement établie. Les témoignages de l'époque nous rapportent des détails saisissants sur ces cérémonies. Certains chroniqueurs décrivent l'embarras des jeunes époux. D'autres rapportent les commentaires des témoins sur la performance des mariés. Ces récits, souvent empreints d'une certaine grivoiserie,
révèlent que ces cérémonies n'étaient pas toujours vécues avec la solennité qu'on pourrait imaginer. Pour les épouses, ces cérémonies représentaient un traumatisme particulier. Non seulement elles devaient affronter leur première expérience sexuelle en public, mais elles étaient aussi soumises à l'examen critique de leur belle famille et des dignitaires présents. L'enjeu était énorme, leur statut futur, leur capacité à influencer leur époux, et même leur sécurité personnelle dépendait souvent de leur performance lors de cette nuit décisive. Ces cérémonies révèlent aussi les rapports de pouvoir au sein de l'aristocratie. La belle famille, les conseillers politiques, le clergé, tous avaient un intérêt à contrôler et à valider cette union. La sexualité devenait ainsi un instrument de pouvoir politique et social. Mais voici où l'histoire devient vraiment savoureuse et révèle l'une des hypocrisies les plus flagrantes de l'époque médiévale. Pendant que l'Église prêchait officiellement la chasteté et condamnait toute sexualité en dehors du mariage, de nombreux évêques de l'Europe médiévale tiraient d'énormes profits des établissements de divertissement pour adultes. Cette contradiction n'était pas un secret honteux caché dans l'ombre, mais une réalité économique assumée par l'institution ecclésiastique. Les évêques, en tant que seigneurs temporels, possédaient des territoires étendus dans lesquels ils exerçaient non seulement une autorité spirituelle, mais aussi un pouvoir économique et judiciaire considérable. Dans de nombreuses villes épiscopales d'Europe, les quartiers réservés aux plaisirs charnels se trouvaient littéralement sous l'autorité directe de l'évêque. Ces établissements payaient des taxes, des licences et diverses redevances directement au trésor épiscopal. L'Église médiévale avait ainsi développé un véritable empire commercial du vice sous l'autorité ecclésiastique. Les archives épiscopales conservent des documents fascinants à ce sujet. On y trouve des contrats de location, des autorisations d'exploitation, des règlements détaillés sur le fonctionnement de ces établissements, et même des tarifs officiels pour les différents services proposés. Cette bureaucratie du plaisir révèle l'ampleur et l'organisation de ce commerce parallèle. Mais le plus stupéfiant, c'est que cette situation était parfaitement connue et documentée. Les chroniqueurs de l'époque en parlent ouvertement, parfois avec une ironie mordante. Certains textes décrivent des évêques qui prêchaient la morale le dimanche matin et encaissaient les recettes de leurs établissements le dimanche soir. Cette hypocrisie n'était pas le fait de quelques prélats corrompus, mais bien d'un système organisé et largement répandu. À Londres, les célèbres Stews de Southwark étaient directement sous l'autorité de l'évêque de Winchester, qui en tirait des revenus considérables. À Paris, l'évêque contrôlait une grande partie de l'industrie du plaisir sur la rive gauche. Les justifications théologiques de cette situation étaient d'un cynisme remarquable. Certains théologiens arguaient que ces établissements, en canalisant les pulsions masculines, protégeaient la vertu des femmes respectables et prévenaient des crimes plus graves comme le viol ou l'adultère. D'autres invoquaient la théorie du mal nécessaire. Mieux valait tolérer et contrôler le vice que le laisser proliférer dans la clandestinité. Les conciles ecclésiastiques tentèrent à plusieurs reprises de réformer cette situation. Des décrets furent promulgués interdisant aux clercs de tirer profit de ces activités. Des sanctions furent prononcées contre les évêques les plus compromis. Mais ces réformes se heurtaient systématiquement aux intérêts économiques en jeu. Car il faut comprendre que ces revenus représentaient parfois une part significative du budget épiscopal. Ils finançaient la construction des cathédrales, l'entretien du clergé, les œuvres de charité et même parfois les croisades. Cette économie parallèle était devenue indispensable au fonctionnement de l'institution ecclésiastique. Les tentatives de réforme révèlent l'ampleur des résistances. Quand un évêque réformateur tentait de fermer ses établissements, il se heurtait non seulement à l'opposition de ses propres administrateurs, mais aussi à celle des bourgeois de la ville qui bénéficiaient indirectement de cette économie. Les établissements attiraient une clientèle de marchands, de pèlerins, d'étudiants, qui dépensaient aussi dans les auberges, les tavernes et les commerces locaux. Cette situation créait des scènes surréalistes. On rapporte le cas d'un évêque qui, après avoir prêché contre la luxure lors d'une cérémonie solennelle, fut interpellé par un de ses administrateurs pour signer des autorisations d'ouverture de nouveaux établissements. L'hypocrisie était si flagrante qu'elle finit par susciter des réactions populaires. Certains mouvements hérétiques dénonçaient cette corruption, accusant l'Église de prêcher une morale qu'elle ne respectait pas elle-même.
Ces accusations contribuèrent à alimenter les tensions religieuses et sociales qui marquèrent la fin du Moyen Âge. Cette hypocrisie révèle aussi les contradictions internes de la doctrine chrétienne médiévale. D'un côté, la théologie officielle condamnait la sexualité comme intrinsèquement pécamineuse. De l'autre, la pratique ecclésiastique reconnaissait implicitement sa nécessité sociale et son potentiel économique. Quittons maintenant les hypocrisies institutionnelles pour nous intéresser à un aspect encore plus fascinant, l'approche médicale de la sexualité à l'époque médiévale. Contrairement aux idées reçues, les médecins et sages-femmes médiévaux avaient développé une approche remarquablement sophistiquée et progressiste de la sexualité, considérant les dysfonctionnements intimes comme de véritables problèmes médicaux nécessitant des traitements spécialisés. Cette approche médicale de la sexualité s'inscrivait dans la tradition antique, notamment celle de Galien et d'Hippocrate, mais elle fut enrichie et développée par les médecins arabes, puis par les universités naissantes d'Europe. Les traités médicaux de l'époque accordent une place considérable aux questions sexuelles, avec une précision anatomique et physiologique souvent surprenante. Les médecins médiévaux considéraient que la santé sexuelle était indissociable de la santé générale. Ils avaient développé une théorie complexe reliant l'équilibre des humeurs corporelles, sang, lymphe, bile jaune, bile noire, à la performance sexuelle. Selon cette théorie, tout dysfonctionnement intime était le symptôme d'un déséquilibre plus général qu'il fallait traiter globalement. Pour les hommes souffrant de dysfonctionnement, les médecins prescrivaient des techniques de stimulation d'une précision remarquable. Ces techniques combinaient des massages spécialisés, des exercices physiques et des stimulations sensorielles variées. Les traités médicaux décrivent ces méthodes avec un luxe de détails qui révèle une connaissance approfondie de l'anatomie masculine. Les traitements à base d'herbes étaient particulièrement sophistiqués. Les médecins utilisaient des herbes chauffantes, comme la menthe ou la menthe pouliot, censées stimuler la circulation sanguine et augmenter la chaleur corporelle nécessaire à l'acte sexuel. Ces herbes étaient administrées sous forme de décoction, de cataplasme ou même de fumigation. L'usage d'huiles essentielles était également très développé. La cannelle et le poivre, considérés comme des stimulants puissants, étaient incorporés dans des onguents complexes appliqués directement sur les organes génitaux. Ces préparations étaient souvent associées à des rituels précis, témoignant de l'influence persistante de pratiques magiques dans la médecine de l'époque. Mais le plus surprenant, c'est l'attention portée à la sexualité féminine. Contrairement aux idées reçues sur la misogynie médiévale, les médecins de l'époque considéraient le plaisir féminin comme un facteur médical important pour la fertilité. Cette conception s'appuyait sur une théorie antique selon laquelle la conception nécessitait l'orgasme des deux partenaires. La présence de sages-femmes expertes était obligatoire. Ces femmes, choisies pour leur respectabilité et leurs compétences, avaient pour mission de témoigner de la consommation effective du mariage. Leurs témoignages étaient consignés par écrit et conservés dans les archives officielles. Mais le plus troublant, c'est que ces témoins ne se contentaient pas d'attendre à l'extérieur. Ils restaient dans la chambre pendant l'acte lui-même. Certes, ils pouvaient détourner le regard ou se tenir à distance respectueuse, mais leur présence physique était requise pour authentifier l'événement. Après la consommation, l'examen de la literie constituait un moment crucial de la cérémonie. Les draps étaient minutieusement inspectés par les sages-femmes, qui recherchaient les preuves physiques de la virginité de l'épouse et de la consommation effective du mariage. Ces preuves étaient exhibées aux témoins présents. Dans certains cas, particulièrement pour les mariages royaux, les draps tachés étaient conservés comme preuve légale et parfois même exposés publiquement le lendemain matin. Cette exposition pouvait prendre la forme d'une présentation depuis les fenêtres du château ou d'une procession dans les rues. Ces pratiques nous révèlent une conception de l'intimité totalement différente de la nôtre. Pour l'aristocratie médiévale, l'acte sexuel n'était pas une expression d'amour personnel, mais un acte politique et social dont la validité devait être publiquement établie. Les témoignages de l'époque nous rapportent des détails saisissants sur ces cérémonies. Certains chroniqueurs décrivent l'embarras des jeunes époux. D'autres rapportent les commentaires des témoins sur la performance des mariés. Ces récits, souvent empreints d'une certaine grivoiserie, révèlent que ces cérémonies n'étaient pas toujours vécues avec la solennité qu'on pourrait imaginer. Pour les épouses, ces cérémonies représentaient un traumatisme particulier. Non seulement elles devaient affronter leur première expérience sexuelle en public, mais elles étaient aussi soumises à l'examen critique de leur belle famille et des dignitaires présents. L'enjeu était énorme. Leur statut futur,
leur capacité à influencer leur époux, et même leur sécurité personnelle dépendait souvent de leur performance lors de cette nuit décisive. Ces cérémonies révèlent aussi les rapports de pouvoir au sein de l'aristocratie. La belle famille, les conseillers politiques, le clergé, tous avaient un intérêt à contrôler et à valider cette union. La sexualité devenait ainsi un instrument de pouvoir politique et social. Mais voici où l'histoire devient vraiment savoureuse et révèle l'une des hypocrisies les plus flagrantes de l'époque médiévale. Pendant que l'Église prêchait officiellement la chasteté et condamnait toute sexualité en dehors du mariage, de nombreux évêques de l'Europe médiévale tiraient d'énormes profits des établissements de divertissement pour adultes. Cette contradiction n'était pas un secret honteux caché dans l'ombre, mais une réalité économique assumée par l'institution ecclésiastique. Les évêques, en tant que seigneurs temporels, possédaient des territoires étendus dans lesquels ils exerçaient non seulement une autorité spirituelle, mais aussi un pouvoir économique et judiciaire considérable. Dans de nombreuses villes épiscopales d'Europe, les quartiers réservés aux plaisirs charnels se trouvaient littéralement sous l'autorité directe de l'évêque. Ces établissements payaient des taxes, des licences et diverses redevances directement au trésor épiscopal. L'Église médiévale avait ainsi développé un véritable empire commercial du vice sous l'autorité ecclésiastique. Les archives épiscopales conservent des documents fascinants à ce sujet. On y trouve des contrats de location, des autorisations d'exploitation, des règlements détaillés sur le fonctionnement de ces établissements, et même des tarifs officiels pour les différents services proposés. Cette bureaucratie du plaisir révèle l'ampleur et l'organisation de ce commerce parallèle. Mais le plus stupéfiant, c'est que cette situation était parfaitement connue et documentée. Les chroniqueurs de l'époque en parlent ouvertement, parfois avec une ironie mordante. Certains textes décrivent des évêques qui prêchaient la morale le dimanche matin et encaissaient les recettes de leurs établissements le dimanche soir. Cette hypocrisie n'était pas le fait de quelques prélats corrompus, mais bien un système organisé et largement répandu. À Londres, les célèbres Stews de Southwark étaient directement sous l'autorité de l'évêque de Winchester, qui en tirait des revenus considérables. À Paris, l'évêque contrôlait une grande partie de l'industrie du plaisir sur la rive gauche. Les justifications théologiques de cette situation étaient d'un cynisme remarquable. Certains théologiens arguaient que ces établissements, en canalisant les pulsions masculines, protégeaient la vertu des femmes respectables et prévenaient des crimes plus graves comme le viol ou l'adultère. D'autres invoquaient la théorie du mal nécessaire. Mieux valait tolérer et contrôler le vice que le laisser proliférer dans la clandestinité. Les conciles ecclésiastiques tentèrent à plusieurs reprises de réformer cette situation. Des décrets furent promulgués interdisant aux clercs de tirer profit de ces activités. Des sanctions furent prononcées contre les évêques les plus compromis. Mais ces réformes se heurtaient systématiquement aux intérêts économiques en jeu. Car il faut comprendre que ces revenus représentaient parfois une part significative du budget épiscopal. Ils finançaient la construction des cathédrales, l'entretien du clergé, les œuvres de charité et même parfois les croisades. Cette économie parallèle était devenue indispensable au fonctionnement de l'institution ecclésiastique. Les tentatives de réforme révèlent l'ampleur des résistances. Quand un évêque réformateur tentait de fermer ses établissements, il se heurtait non seulement à l'opposition de ses propres administrateurs, mais aussi à celle des bourgeois de la ville qui bénéficiaient indirectement de cette économie. Les établissements attiraient une clientèle de marchands, de pèlerins, d'étudiants, qui dépensaient aussi dans les auberges, les tavernes et les commerces locaux. Cette situation créait des scènes surréalistes. On rapporte le cas d'un évêque qui, après avoir prêché contre la luxure lors d'une cérémonie solennelle, fut interpellé par un de ses administrateurs pour signer des autorisations d'ouverture de nouveaux établissements. L'hypocrisie était si flagrante qu'elle finit par susciter des réactions populaires. Certains mouvements hérétiques dénonçaient cette corruption, accusant l'Église de prêcher une morale qu'elle ne respectait pas elle-même. Ces accusations contribuèrent à alimenter les tensions religieuses et sociales qui marquèrent la fin du Moyen Âge. Cette hypocrisie révèle aussi les contradictions internes de la doctrine chrétienne médiévale. D'un côté, la théologie officielle condamnait la sexualité comme intrinsèquement pécamineuse. De l'autre, la pratique ecclésiastique reconnaissait implicitement sa nécessité sociale et son potentiel économique. Quittons maintenant les hypocrisies institutionnelles pour nous intéresser à un aspect encore plus fascinant,
L'approche médicale de la sexualité à l'époque médiévale. Contrairement aux idées reçues, les médecins et sages-femmes médiévaux avaient développé une approche remarquablement sophistiquée et progressiste de la sexualité, considérant les dysfonctionnements intimes comme de véritables problèmes médicaux nécessitant des traitements spécialisés. Cette approche médicale de la sexualité s'inscrivait dans la tradition antique, notamment celle de Galien et d'Hippocrate, mais elle fut enrichie et développée par les médecins arabes, puis par les universités naissantes d'Europe. Les traités médicaux de l'époque accordent une place considérable aux questions sexuelles, avec une précision anatomique et physiologique souvent surprenante. Les médecins médiévaux considéraient que la santé sexuelle était indissociable de la santé générale. Ils avaient développé une théorie complexe reliant l'équilibre des humeurs corporelles, sang, lymphe, bile jaune, bile noire, à la performance sexuelle. Selon cette théorie, tout dysfonctionnement intime était le symptôme d'un déséquilibre plus général qu'il fallait traiter globalement. Pour les hommes souffrant de dysfonctionnement, les médecins prescrivaient des techniques de stimulation d'une précision remarquable. Ces techniques combinaient des massages spécialisés, des exercices physiques et des stimulations sensorielles variées. Les traités médicaux décrivent ces méthodes avec un luxe de détails qui révèle une connaissance approfondie de l'anatomie masculine. Les traitements à base d'herbes étaient particulièrement sophistiqués. Les médecins utilisaient des herbes chauffantes, comme la menthe ou la menthe pouliot, censées stimuler la circulation sanguine et augmenter la chaleur corporelle nécessaire à l'acte sexuel. Ces herbes étaient administrées sous forme de décoction, de cataplasme ou même de fumigation. L'usage d'huiles essentielles était également très développé. La cannelle et le poivre, considérés comme des stimulants puissants, étaient incorporés dans des onguents complexes appliqués directement sur les organes génitaux. Ces préparations étaient souvent associées à des rituels précis, témoignant de l'influence persistante de pratiques magiques dans la médecine de l'époque. Mais le plus surprenant, c'est l'attention portée à la sexualité féminine. Contrairement aux idées reçues sur la misogynie médiévale, les médecins de l'époque considéraient le plaisir féminin comme un facteur médical important pour la fertilité. Cette conception s'appuyait sur une théorie antique selon laquelle la conception nécessitait l'orgasme des deux partenaires. Ces rituels lunaires suivaient des protocoles stricts. La préparation devait commencer au coucher du soleil précédant la pleine lune, se poursuivre pendant toute la nuit et s'achever au lever du soleil. Pendant ce processus, la personne qui confectionnait le filtre devait réciter des incantations spécifiques, souvent héritées de traditions pré-chrétiennes. L'administration de ces filtres était elle-même ritualisée. Ils ne pouvaient pas être simplement mélangés à la nourriture ou à la boisson de la personne visée. Ils devaient être donnés à des moments précis, dans des circonstances particulières et selon des modalités codifiées. Certains devaient être administrés à jeun, d'autres au contraire après un repas copieux. Les croyances populaires accordaient une efficacité particulière aux filtres administrés lors de certaines fêtes religieuses. Paradoxalement, les périodes les plus sacrées du calendrier chrétien étaient considérées comme les plus propices à ces pratiques magiques. Cette contradiction révèle la persistance des croyances païennes sous le vernis de la christianisation. Les risques associés à ces pratiques étaient considérables, particulièrement pour les femmes qui les pratiquaient. Dans une société où l'Église condamnait fermement toute forme de magie, être surprise en train de confectionner ou d'administrer des filtres d'amour pouvait conduire directement au bûcher. Les accusations de sorcellerie trouvaient souvent leur origine dans des dénonciations liées à ces pratiques. Les femmes des classes populaires étaient particulièrement vulnérables à ces accusations. Leur connaissance des plantes, héritée de traditions familiales, leur proximité avec les cycles naturels et leur rôle dans la préparation des aliments en faisaient des suspectes idéales. Une simple rumeur sur l'usage de filtres d'amour pouvait déclencher une procédure d'inquisition. Les conséquences juridiques de ces accusations étaient dramatiques. Les procès pour sorcellerie incluaient systématiquement des interrogations sur l'usage de filtres d'amour. Les aveux, souvent obtenus sous la torture, alimentèrent les fantasmes des inquisiteurs sur l'ampleur de ces pratiques. Ces procès créaient un cercle vicieux où chaque accusation en générait de nouvelles. Mais les risques n'étaient pas seulement juridiques. De nombreux filtres contenaient des substances réellement toxiques. Certaines plantes utilisées pour leurs supposées propriétés magiques étaient en réalité des poisons violents. L'ergot de seigle, par exemple, utilisé dans certaines préparations pour ses propriétés hallucinogènes,
causaient des empoisonnements mortels. Les effets physiques de ces substances révèlent que certains filtres avaient peut-être une efficacité réelle, mais pas celle escomptée. Les propriétés psychoactives de certaines plantes pouvaient effectivement modifier le comportement et les perceptions, créant l'illusion d'un effet magique. Cette efficacité partielle contribuait à maintenir la croyance en ces pratiques. Les témoignages de l'époque rapportent des cas troublants d'empoisonnement liés à l'usage de filtres d'amour. Des hommes tombant subitement malades après avoir consommé des préparations destinées à les rendre amoureux. Des femmes découvertes mortes après avoir testé leurs propres préparations sur elles-mêmes. Ces pratiques révèlent aussi les rapports de pouvoir dans la société médiévale. Pour les femmes, souvent exclues des circuits officiels du pouvoir, la magie amoureuse représentait l'une des rares possibilités d'exercer une influence sur leur environnement. Cette quête de pouvoir par la magie compensait en partie leur impuissance sociale et économique. L'efficacité supposée de ces pratiques reposait aussi sur l'effet placebo et l'autosuggestion. Dans une société où tout le monde croyait au pouvoir de la magie, l'administration d'un filtre pouvait effectivement modifier les comportements par simple suggestion psychologique. Cette efficacité subjective entretenait la croyance en ces pratiques. Nous arrivons maintenant à l'un des aspects les plus brutaux et spectaculaires de la régulation sociale de la sexualité médiévale. Les châtiments publics infligés aux adultères. Ces punitions, d'une cruauté qui nous paraît aujourd'hui inimaginable, révèlent l'importance accordée au contrôle de la sexualité dans l'organisation sociale médiévale. L'adultère, dans la société médiévale, n'était pas considéré comme une simple faute morale ou un problème privé entre époux. C'était un crime contre l'ordre social lui-même, une transgression qui mettait en péril la stabilité de toute la communauté. Cette conception explique la sévérité exceptionnelle des châtiments qui lui étaient réservés. Parmi ces châtiments, la course représentait l'une des formes les plus humiliantes et les plus spectaculaires de punition publique. Cette pratique, répandue dans toute l'Europe médiévale, consistait à faire défiler les adultères nus à travers les rues de la ville, attachés par une corde, exposés aux huées, aux insultes et aux violences de la foule. Le protocole de la course était codifié avec une précision remarquable. La cérémonie commençait généralement au lever du soleil, moment considéré comme propice à la purification publique. Les condamnés étaient d'abord dépouillés de leurs vêtements dans la cour du tribunal, devant les autorités civiles et religieuses. Cette nudité forcée constituait déjà en soi une humiliation majeure dans une société où l'exposition du corps était considérée comme profondément honteuse. La corde qui attachait les condamnés avait elle-même une signification symbolique. Elle représentait les liens du mariage qu'ils avaient brisés, mais aussi leur soumission à la justice communautaire. Cette corde était souvent bénie par un prêtre avant la cérémonie, transformant le châtiment en rituel quasi-religieux de purification. Le parcours de la course suivait un itinéraire précis, passant par tous les lieux symboliques de la ville, l'église principale, le marché, les places publiques et finalement le pilori central. Cette géographie du châtiment avait pour but de maximiser l'exposition des condamnés et de graver dans la mémoire collective l'image de leur humiliation. La participation de la foule était non seulement tolérée, mais activement encouragée par les autorités. Les spectateurs étaient invités à huer les condamnés, à leur jeter des projectiles divers, fruits pourris, excréments, pierres, boue. Cette violence collective était considérée comme une expression légitime de l'indignation communautaire face à la transgression commise. Les coups et violences physiques infligés pendant la course étaient officiellement limités par des règlements précis. En théorie, il ne fallait pas mettre en danger la vie des condamnés. En pratique, ces limites étaient souvent dépassées, et de nombreux adultères mouraient sous les coups avant la fin de leur châtiment. Ces spectacles avaient un effet dissuasif considérable sur l'ensemble de la population. Assister à une course constituait un avertissement vivant sur les conséquences de l'adultère. Les témoignages de l'époque rapportent que ces cérémonies marquaient durablement les esprits, particulièrement ceux des jeunes gens qui y voyaient une leçon sur les dangers de la transgression sexuelle. Mais au-delà de leur effet dissuasif, ces châtiments servaient aussi à véhiculer et à renforcer les normes communautaires. Ils définissaient publiquement les comportements acceptables et inacceptables, les limites à ne pas franchir et les valeurs fondamentales de la société.
La course fonctionnait comme un théâtre moral où se jouait l'identité collective de la communauté. Les différences de traitement selon le sexe et la classe sociale révèlent les hiérarchies de la société médiévale. Les femmes adultères subissaient généralement des châtiments plus sévères que les hommes, reflétant la conception patriarcale de l'époque selon laquelle la fidélité féminine était plus importante que celle masculine. Les nobles échappèrent souvent à ces humiliations publiques, leurs crimes étant jugés par des tribunaux spéciaux selon des procédures différentes. L'aspect théâtral de ces punitions était soigneusement orchestré. Des crieurs publics annonçaient la nature du crime et l'identité des coupables. Des musiciens accompagnaient parfois le cortège avec des airs moqueurs. Des bouffons improvisaient des spectacles satiriques sur l'infidélité conjugale. Cette dimension spectaculaire transformait le châtiment en divertissement populaire. Les archives judiciaires conservent des descriptions saisissantes de ces cérémonies. Elles nous révèlent non seulement les détails du protocole, mais aussi les réactions des condamnés et du public. Certains récits décrivent des femmes s'évanouissant sous les coups et les humiliations. D'autres rapportent des réactions de défiance ou de dignité qui impressionnèrent la foule. Ces châtiments avaient aussi des conséquences sociales durables. Les personnes qui avaient subi la course étaient marquées à vie par cette humiliation. Elles avaient du mal à retrouver une place dans la communauté, à exercer un métier ou à contracter un nouveau mariage. Cette exclusion sociale prolongeait la punition bien au-delà de la cérémonie elle-même. L'évolution de ces pratiques révèle les transformations de la société médiévale. Vers la fin du Moyen Âge, ces châtiments spectaculaires furent progressivement remplacés par des sanctions moins théâtrales, mais souvent plus sévères. Amendes importantes, emprisonnement, bannissement définitif. Cette évolution témoigne d'une transformation des mentalités et des méthodes de contrôle social. Nous voici arrivés au terme de ce voyage extraordinaire dans les mystères de la sexualité médiévale. Ce que nous avons découvert ensemble révèle un contraste saisissant entre la conception médiévale de l'intimité et notre vision moderne de la vie privée. Un contraste qui nous invite à réfléchir sur l'évolution de nos sociétés et de nos mentalités. Ce qui frappe le plus dans cette exploration, c'est le caractère fondamentalement public de ce que nous considérons aujourd'hui comme l'aspect le plus privé de l'existence humaine. Là où nous revendiquons aujourd'hui un droit absolu à l'intimité, la société médiévale organisait une surveillance communautaire systématique de la sexualité. Les tests d'intimité dans les salles d'audience nous paraissent aujourd'hui d'une intrusion inacceptable, mais ils révèlent une conception de l'individu totalement différente de la nôtre. Dans la société médiévale, l'individu n'existait pas indépendamment de sa communauté. Sa sexualité, comme tous les autres aspects de sa vie, était considérée comme ayant des implications sociales qui justifiaient une intervention collective. Cette conception se retrouvait dans les suites nuptiales où se déroulaient les cérémonies de consommation publique. Ces pratiques, qui nous semblent aujourd'hui traumatisantes, étaient perçues par les contemporains comme nécessaires à la validation sociale du mariage. Elles révèlent une société où l'acte sexuel n'était pas une expression d'amour personnel, mais un acte social aux implications politiques et économiques considérables. L'hypocrisie des évêques qui exploitèrent des empires du divertissement pour adultes tout en prêchant la chasteté trouve un écho troublant dans nos sociétés modernes. Si les formes ont changé, la coexistence entre discours moraux, officiels et pratiques commerciales parallèles reste une constante. Nos industries pour adultes modernes, bien qu'officiellement interdites ou régulées, génèrent des profits considérables dans une semi-clandestinité qui rappelle étrangement les pratiques médiévales. Les méthodes contraceptives mortelles de l'époque médiévale nous rappellent cruellement les enjeux du contrôle des naissances. Si nous disposons aujourd'hui de méthodes sûres et efficaces, cette sécurité reste un privilège récent et fragile. Dans de nombreuses régions du monde, les femmes continuent de risquer leur vie pour contrôler leur fertilité, perpétuant tragiquement les drames que nous avons découverts dans l'histoire médiévale. Cette comparaison nous invite à réfléchir sur la notion de progrès. Si nos sociétés modernes ont indéniablement progressé en termes de sécurité médicale et de respect de la vie privée, elles ont peut-être perdu certains aspects positifs de l'approche médiévale. L'attention portée par les médecins médiévaux au plaisir féminin, leur conception globale de la santé sexuelle, leur approche thérapeutique des dysfonctionnements intimes témoignent d'une ouverture qui pourrait inspirer nos pratiques contemporaines. L'évolution des châtiments révèle aussi des transformations ambiguës. Si nous avons heureusement abandonné les humiliations publiques brutales comme la course des adultères,
Nos sociétés modernes ont développé d'autres formes de surveillance et de sanction de la sexualité. Les réseaux sociaux, la justice médiatique, les scandales publics créent parfois des mécanismes d'humiliation collective qui ne sont pas si éloignés des pratiques médiévales. Cette exploration historique nous invite aussi à relativiser nos certitudes contemporaines. Ce que nous considérons aujourd'hui comme des évidences en matière de sexualité, le droit à la vie privée, l'égalité des sexes, la liberté contraceptive, sont des conquêtes récentes et fragiles. L'histoire médiévale nous rappelle que ces droits ne sont pas naturels ou éternels, mais le résultat de luttes et d'évolutions sociales complexes. En définitive, cette plongée dans la sexualité médiévale révèle la diversité des réponses que les sociétés humaines peuvent apporter aux questions fondamentales de l'amour, du désir et de la reproduction. Elle nous rappelle que nos normes actuelles ne sont qu'une possibilité parmi d'autres et qu'elles continueront probablement d'évoluer dans l'avenir. J'espère que ce voyage dans le temps vous a autant passionné qu'il m'a passionné à préparer. Ces pratiques étranges et parfois choquantes de nos ancêtres médiévaux nous en disent finalement autant sur nous-mêmes que sur eux. Elles nous invitent à questionner nos propres pratiques, nos propres certitudes, et peut-être à développer une vision plus nuancée et plus humble de l'évolution humaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour découvrir d'autres aspects fascinants de notre histoire. Et surtout, dites-moi en commentaire quel aspect de cette exploration vous a le plus surpris. À très bientôt pour de nouvelles découvertes historiques.